on parle beaucoup de souveraineté numérique, de la nécessité de promouvoir la Startup Nation française et des champions du numérique nationaux. Mais en fait, ce qui se passe en pratique au niveau européen, c'est bien une alliance en fait, des États en Europe et de ces grands acteurs américains qui dominent l'économie numérique de ce côté-ci de l'Atlantique. Même s'il y a toujours cette espèce de rapport de force, de dire où le personnel politique va expliquer qu'il s'agit de réguler les réseaux sociaux, de réguler ces grandes entreprises américaines, en fait, derrière, c'est surtout des formes d'interdépendance qui s'approfondissent, quoi. Et lorsqu'on voit, enfin, c'est notamment le cas sur les questions de censure, c'est aussi le cas sur la surveillance d'État, hein. Lorsqu'on regarde le nombre de données fournies par des acteurs comme Facebook ou Google aux autorités judiciaires ou aux services de renseignement en France, ça suit une courbe quasiment exponentielle en fait, d'année en année. Donc, les systèmes de surveillance commerciaux nourrissent directement la surveillance d'État. Le poids économique de ces acteurs, leur poids dans la recherche, par exemple dans l'intelligence artificielle, fait qu'on leur déploie le tapis rouge dès qu'il s'agit d'ouvrir un centre de recherche. Par exemple, Facebook, qui a un centre de recherche en IA à Paris. Facebook qui fait des formations à Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Google qui va faire des formations sur le digital dans des facultés françaises. Enfin bref, ces acteurs sont Microsoft qui gère le système d'information et les logiciels du ministère des Armées en France. Enfin voilà, derrière tout le discours de la souveraineté numérique, il y a en fait, ça masque, là encore, c'est des discours qui masquent en fait la réalité d'interdépendance croisée. Et en effet, vous parliez du fait en gros des économies d'échelle permises par la concentration du secteur, c'est-à-dire moins on a d'acteurs avec lesquels s'organiser, notamment pour mettre en place des politiques de censure ou de surveillance, mieux c'est, quoi. Et ça, c'est des stratégies de concentration qui ont toujours été favorisées par l'État dans l'histoire des médias. Dès le 16e, 17e siècle en France, la régulation du métier des imprimeurs libraires, par exemple, aboutit à garantir des monopoles à un nombre réduit d'acteurs économiques et ce qui rend d'autant plus facile pour le pouvoir royal la mise en œuvre de ces politiques de censure et de surveillance des écrits des auteurs de l'édition de manière générale. Réduire ces coûts de transaction-là, c'est ce qu'on voit. Enfin, c'est aussi ce que permet quelque part la concentration gigantesque de l'économie numérique d'aujourd'hui. Le CSA aura à parler à Twitter, Facebook, Google et peut-être 2-3 autres entreprises en plus pour, en gros, gérer les algorithmes de censure pour l'essentiel de nos communications. C'est encore plus vrai, d'ailleurs, lorsqu'on mesure qu'en fait, la stratégie des gouvernements au niveau européen, c'est notamment un courrier qu'avait envoyé Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur à l'époque, fin 2018, à la Commission européenne. C'est un courrier conjoint avec son homologue allemand, où ils invitaient justement à mettre en place des algorithmes de censure pour lutter contre la propagande terroriste sur les réseaux sociaux. Et il disait deux choses dans ce courrier. Il disait d'une part, on commence par la régulation, par l'apologie du terrorisme parce que c'est le plus sensible, le plus urgent. Mais à terme, il s'agira d'étendre ces modalités de censure automatique à l'ensemble, au discours de haine et l'ensemble, en gros, des abus de liberté d'expression. Et la seconde chose qu'il disait dans ce courrier, c'était de dire ces obligations de censurer très rapidement et donc automatiquement les contenus sur Internet, elles valent pour tous les acteurs qui diffusent de l'information et sont en gros tous les réseaux sociaux, tous les espaces participatifs, tous les espaces d'expression sur Internet. Mais ces outils de censure automatique coûtent très cher à développer. Google, par exemple, a dépensé des dizaines de millions de dollars, pas loin de plus de 100 millions de dollars pour développer son outil de censure sur YouTube, par exemple. Ces outils qu'ont développé les grandes plateformes, il faudra les mettre à disposition des petits acteurs qui n'auront pas les moyens financiers de développer leurs propres algorithmes de censure. Et donc, en gros, quelque part, c'était une manière de consacrer le rôle de cette poignée d'acteurs américains dans la mise en œuvre et dans la conception de la censure et dans la mise en place d'un marché de la censure sur Internet.